À l'hôpital, mon beau-père a crié « Tu ferais mieux de commencer ». Puis il m'a giflé si fort que j'ai fait cela. Il a dit « Tu ferais mieux de commencer à gagner ta vie ». Ce fut la première chose que mon beau-père m'a hurlé alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, fraîchement opéré d'urgence. Mon corps était encore engourdi, mes jambes bougeaient à peine. Je lui ai dit que je ne pouvais pas encore travailler. Ordre du médecin. 2 semaines. Puis sa main est tombée. Le monde a basculé. Des carreaux froids ont embrassé ma joue. Du sang a inondé ma bouche. Mes mains tremblaient alors qu'il a grogné « Arrête de faire semblant d'être faible ». Quand la police est arrivée en hâte, tout le monde l'a regardé avec horreur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas la pire chose qu'il avait faite. La vraie trahison avait commencé bien avant cette gifle. Je m'appelle Emma. J'ai la fin de la vingtaine. Avant que ce lit d'hôpital ne devienne le centre de mon monde, je travaillais dans le commerce de détail le jour et prenais des projets créatifs en freelance la nuit. Ce n'était pas glamour, mais cela payait certaines factures. Plus important encore, cela maintenait les lumières allumées dans la maison que mon père nous avait laissée. Mon vrai père est mort après une longue maladie. Le genre de maladie qui épuise les économies silencieusement facture après facture jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour discuter des chiffres. Après les funérailles, la maison semblait vide. Sa veste était toujours accrochée près de la porte. Sa tasse de café restait intacte dans l'évier. Ma mère a essayé de rester forte, mais je pouvais voir comment le poids lui courbait un peu plus les épaules chaque mois. C'est à ce moment-là que mon beau-père est entré dans nos vies. Il est apparu poli, serviable, confiant. Le genre d'homme qui parlait en solution plutôt qu'en sympathie. Il a dit qu'il pouvait aider à organiser les paiements. Il a dit qu'il s'occuperait des choses pour que ma mère puisse enfin se reposer. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Je me souviens être resté dans le salon après coup le regardant transporter des boîtes dans la maison comme s'il y avait toujours appartenu. Au début, rien ne semblait anormal. Puis de petites choses ont commencé à changer. Les factures ne venaient plus sur la table de la cuisine. Les paiements étaient gérés. Ma mère a cessé de vérifier les comptes parce qu'elle n'en avait plus besoin. Quand je posais des questions, on me disait de ne pas m'inquiéter. Quand j'insistais, on me rappelait la chance que nous avions d'avoir quelqu'un prêt à prendre les choses en main. Maman a commencé à être fatiguée puis étourdie. Elle perdait le fil de ses pensées au milieu d'une phrase, regardait la cuisinière comme si elle ne se souvenait plus pourquoi elle était allumée. Mon beau-père a balayé cela d'un revers de main comme étant du stress. Il lui donnait des vitamines chaque matin, alignées soigneusement sur le comptoir, et la regardait jusqu'à ce qu'elle les avale. J'ai continué à travailler. Je payais un loyer pour rester dans ma chambre d'enfant. Je me disais que c'était l'âge adulte, le compromis, la famille. Puis mon appendice a éclaté. La douleur est venue vite et violemment, me pliant en deux sur le sol de la salle de bain. La chirurgie a suivi. Quand je me suis réveillé, mon corps semblait avoir été réorganisé sans mon consentement. Le médecin m'a dit que j'avais besoin de temps. 2 semaines, pas de levage, pas de travail. C'est ce que j'ai dit à mon beau-père depuis mon lit d'hôpital. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. J'ai juste expliqué. Je ne peux pas encore travailler. Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où tout a basculé. Le moment où j'ai cessé d'être de la famille pour lui et suis devenu un problème. Et une fois que je suis devenu un problème, il a cessé de faire semblant du contraire. La chambre d'hôpital était trop lumineuse pour si tôt le matin. Des murs blancs, des draps blancs, un bourdonnement électronique régulier qui faisait paraître le temps épais et lent. Je me souviens avoir fixé les carreaux du plafond, comptant les fissures pour me distraire de la douleur qui me tirait le côté chaque fois que je respirais. C'est à ce moment-là qu'il est entré. Pas de salutation, pas d'inquiétude, juste le bruit sec de la porte se refermant derrière lui et son reflet dans le meuble métallique en face de mon lit. Sa mâchoire était serrée, ses épaules carrées, le genre de posture que les gens adoptent lorsqu'ils ont déjà décidé qu'ils ont raison. Il a commencé à parler d'argent avant même d'atteindre le lit. Des factures, des paiements, comment les choses s'accumulaient, comment je devais faire ma part. J'ai essayé de garder ma voix stable quand j'ai répondu. Je lui ai dit que le médecin avait dit que je ne pouvais pas encore travailler. 2 semaines, peut-être moins si la guérison se passait bien. Il a ri. Pas fort, juste assez pour piquer. C'est là qu'il a dit cela.
Cette phrase qui résonne encore dans ma tête parfois quand la maison est trop silencieuse. Il a dit, tu ferais mieux de commencer à gagner ta vie. Je me souviens avoir cligné des yeux, convaincu de l'avoir mal entendu. J'étais branché à des moniteurs. Ma poche de perfusion goûtait régulièrement à côté de moi. Je ne m'étais même pas encore levé seul. Je me suis répété. Plus doucement cette fois. Je lui ai dit que je ne pouvais pas physiquement. Son visage a changé. Ce n'était pas de la colère explosive. C'était plus froid que cela. Contrôlé. Comme si quelque chose en lui s'était enfin mis en place. Il s'est penché plus près, a baissé la voix et a dit que je faisais semblant. Il a dit que j'étais dramatique. Il a dit que j'étais faible. Puis sa main a frappé mon visage. Je ne l'ai pas vu venir. Une seconde j'étais allongé sur l'oreiller. La suivante j'ai glissé sur le côté, emmêlé dans les draps, m'écrasant sur le sol. L'impact m'a coupé le souffle. Des carreaux froids se sont pressés contre ma joue. J'ai goûté le métal et j'ai réalisé que ma lèvre saignait. Mes mains ont tremblé alors que j'essayais de me relever, non par peur, mais par choc. Il s'est tenu au-dessus de moi et a aboyé, arrête de faire semblant d'être faible. C'est à ce moment-là que la pièce s'est remplie de bruit. Des pas, des voix, quelqu'un criant pour la sécurité, des infirmières accourant, les yeux grands ouverts, les mains déjà tendues vers moi. Je me souviens de l'une d'elles s'agenouillant, me disant de ne pas bouger, sa voix tendue d'une colère qu'elle essayait de cacher. Et puis la police est arrivée. Ils m'ont regardé sur le sol, le sang sur ma blouse d'hôpital, le support de perfusion renversé à côté du lit, et tout a changé. Mon beau-père a commencé à parler vite, expliquant, souriant de cette manière fine et insaisissable qu'il utilisait quand les choses n'allaient pas dans son sens. J'étais allongé là, écoutant, fixant les lumières fluorescentes, et j'ai senti quelque chose en moi s'endurcir. Cette gifle n'était pas une perte de contrôle. C'était une déclaration. Et pour la première fois j'ai compris exactement qui il était. J'ai été renvoyé un jour plus tard que prévu. Non pas parce que mon incision s'était rouverte, mais parce que tout le monde se déplaçait soudainement plus lentement autour de moi comme s'ils avaient peur que je me brise s'ils respiraient trop fort. Une infirmière a glissé une carte pliée dans mes papiers pendant que mon beau-père discutait avec l'accueil au sujet de la validation de stationnement. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste rencontré mon regard et a fait le plus petit hochement de tête. Je n'ai pas regardé la carte avant cette nuit-là. La maison semblait différente quand nous sommes rentrés. Plus calme, plus petite. Ma mère planait comme si elle avait peur de me toucher. Ses mains toujours à moitié levées puis retombant. Elle oubliait où elle mettait ses lunettes, oubliait quel jour il était. Elle s'est excusée pour tout, pour le bruit, pour la lumière, pour exister. Il a agi comme si rien ne s'était passé. Il a préparé le dîner. Il a plaisanté. Il a raconté une histoire sur le trafic et a ri de sa propre blague. Quand ma mère prenait trop de temps pour répondre à une question, il terminait ses phrases pour elle. Quand elle grimaçait, il lui tendait les mêmes vitamines qu'il faisait toujours, alignés sur le comptoir comme de petits soldats. J'ai regardé. Les analgésiques brouillaient les contours des jours, mais ils affûtaient autre chose. Des modèles, des timings, la façon dont la confusion de ma mère augmentait après certains repas, la façon dont les papiers disparaissaient dès que je posais des questions à leur sujet, des paiements que je savais avoir effectués qui n'existaient plus d'une manière ou d'une autre. La carte que l'infirmière m'avait donnée contenait un site web. J'ai attendu que tout le monde soit endormi. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Contrôle financier, manipulation médicale, isolement. Les mots me semblaient inconfortablement familiers, comme la lecture d'une liste que quelqu'un aurait faite juste pour nous. Quelques jours plus tard notre voisine a frappé à la porte avec de la soupe. Elle est restée dans la cuisine et a regardé ma mère passer en traînant les pieds, puis s'est penchée et a murmuré que quelque chose n'allait pas. Sa fille travaillait dans le domaine de la santé. Elle avait remarqué les bouteilles, les dosages, la façon dont ma mère avait changé. Cette nuit-là je suis allé dans la pièce qu'il gardait fermée à clé. La serrure était bon marché. La pièce ne l'était pas. Des dossiers empilés soigneusement, des papiers étiquetés avec des mots comme assurance et avantages. Je n'ai pas tout lu. Je n'en avais pas besoin. Une page a suffi, puis une autre, puis une autre. Des polices d'assurance au nom de ma mère, de grand nombre, des dates qui correspondaient trop parfaitement à son déclin.
Ma main a tremblé, mais mon esprit est soudainement devenu très clair. Ce n'était pas le chaos. C'était de la planification. J'ai remis tout exactement à sa place. Je suis allé me coucher et j'ai fixé le plafond jusqu'au matin. La peur pesait lourdement sur ma poitrine, mais en dessous il y avait autre chose. De la concentration. J'ai cessé de le confronter. J'ai cessé de poser des questions. Je l'ai laissé penser que j'étais encore brisé. Et pendant qu'il se détendait, convaincu d'avoir gagné, j'ai commencé tranquillement à me préparer à mettre fin à cela. Une fois que vous voyez un modèle, vous ne pouvez plus le ne pas voir. J'ai rejoué tout dans ma tête comme des images de vidéosurveillance en boucle, le timing des mauvais jours de ma mère, la façon dont ses mains tremblaient plus après le petit déjeuner qu'après le dîner, la façon dont il planait quand elle prenait ses vitamines. La regardant jusqu'à ce qu'elle avale comme si cela importait plus que toute autre chose dans la pièce. J'ai cessé d'y penser comme à ma vie et j'ai commencé à y penser comme à une affaire. La distance m'a donné de la clarté. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter de réagir. Je n'ai pas discuté quand il a coupé ma mère. Je n'ai pas tressailli quand il a craqué. J'ai hoché la tête. Je suis restée silencieuse. Je me suis déplacée lentement comme si j'étais encore fragile. Il aimait cette version de moi. Il a pris mon silence pour une reddition. Derrière son dos j'ai commencé à relier les points. J'ai cherché des noms tard dans la nuit, d'anciennes adresses, les registres publics. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la première femme, puis une autre, puis une autre. Des états différents, le même modèle, des relations rapides, des finances partagées, des maladies soudaines, des séparations laides. J'ai envoyé un message prudent. Pas d'accusation, juste une question. Sa réponse est venue 1 heure plus tard. Elle a dit, « Toi aussi ». C'était le moment où j'ai su que je n'imaginais rien de tout cela. Nous avons parlé pendant des heures, puis elle m'a ajouté à un petit groupe, des femmes qui avaient toutes vécu une version de ma vie. Elle ne parlait pas avec drame ou colère, juste des faits, des dates, des documents, un comportement si similaire que cela me donnait la nausée. L'une d'elles travaillait dans le soutien juridique. Une autre a tout gardé. Chaque paiement, chaque courriel. Elles ne m'ont pas dit quoi faire. Elles m'ont juste dit que je n'étais pas seul. La pièce suivante est venue de plus près de chez moi. La fille de notre voisine est passée un après-midi sous prétexte de prendre des nouvelles de ma mère. Elle a regardé tranquillement mon beau-père verser un smoothie et y mélanger de la poudre d'un récipient non marqué. Plus tard, quand nous étions seuls, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien diagnostiquer sans test, mais elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Les combinaisons, les quantités, les symptômes. Elle a dit doucement, cela explique beaucoup de choses. C'était suffisant. J'ai commencé à documenter les conversations, les horaires, la façon dont il préparait les repas, la façon dont il insistait pour gérer tout ce qui était financier. Je n'ai plus touché à ses affaires. Je n'en avais pas besoin. Il était négligent maintenant, confiant. Il parlait ouvertement au téléphone supposant que personne n'écoutait. Puis il a agi. Il est rentré un soir avec un dossier sous le bras, souriant comme un homme qui pensait avoir déjà gagné. Il a dit que c'était juste des formalités administratives. Il a dit que l'avocat l'avait recommandé car ma mère avait été confuse dernièrement. Procuration temporaire, juste au cas où. La main de ma mère a tremblé quand elle a tendu la main vers le stylo. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais j'ai gardé ma voix stable. J'ai posé une simple question. Ne devrions-nous pas avoir quelqu'un pour quelque chose d'aussi important? Juste pour s'assurer que c'est bien fait. Il a hésité juste une seconde. Puis il a accepté. Il a dit que nous le programmerions pour la semaine suivante. Cette semaine a été tout. Les femmes avec qui j'avais établi un contact m'ont aidé à comprendre ce qui importait, ce qui avait du poids, ce qui franchissait les limites. J'ai parlé aux professionnels discrètement, avec soin. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit la vérité et montré ce que j'avais. Ils ont écouté. Le plan s'est mis en place rapidement après cela. Il a annoncé qu'il sortirait tard un soir pour sa ligue communautaire, quelque chose qu'il ne manquait jamais. Il a quitté la maison détendu, plaisantant, comptant déjà de l'argent futur qui n'était pas encore le sien. Il a embrassé ma mère sur le front avant de partir. Je l'ai regardé partir et n'ai ressenti que de la détermination.
30 minutes plus tard la sonnette a retenti. Puis de nouveau, puis la maison s'est remplie de gens. Des voix calmes, des badges, des mains douces guidant ma mère vers un manteau. Une équipe médicale posant des questions auxquelles elle a finalement répondu clairement. Des boîtes apportées pour les documents, des appareils collectés, tout fait selon les règles. Pas de cris. Pas de chaos. À travers la ville. Au même moment quelqu'un a tapoté l'épaule de mon beau-père. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler plus tard. Comment il a ri au début. Comment il a essayé d'expliquer. Comment sa confiance s'est vidée aussi vite qu'elle s'était remplie. Comment la pièce est devenue silencieuse quand ils l'ont menotté. Comment les gens à qui il se vantait quelques heures plus tôt ont reculé soudainement, incertains de l'avoir jamais connu. Quand il a été ramené à la maison c'était déjà fini. Il a vu ma mère assise en sécurité sur le canapé, enveloppée dans une couverture, répondant aux questions avec une clarté que je n'avais pas vue depuis des mois. Il a vu des étrangers transporter des boîtes de son bureau. Il m'a vu debout près de la porte, calme, stable, plus de peur à cacher. Pour la première fois, il a semblé petit. Il a essayé de me parler, d'expliquer, de négocier. Il a dit que j'avais tout mal compris. Il a dit qu'il avait essayé d'aider. Il a dit, les familles gèrent les choses en privé. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que la vérité n'avait pas besoin d'être protégée. Alors qu'il l'emmenait, il s'est retourné une fois de plus, les yeux vifs avec quelque chose proche de la panique. L'homme qui m'avait jadis crié dessus dans un lit d'hôpital n'a pas pu trouver un seul mot qui comptait. Les conséquences se sont déroulées rapidement. Les tests ont confirmé ce que nous soupçonnions. Des examens financiers ont découvert des choses que je n'avais même pas su chercher. Plus de personnes se sont manifestées. Les histoires se sont empilées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le déni. Chaque tentative qu'il a faite pour contrôler le récit s'est effondrée sous le poids des faits. Ma mère est restée sous observation. En quelques jours, son esprit s'est éclairci. La couleur est revenue à son visage. Elle a pleuré quand elle a réalisé ce qui s'était passé, puis a pleuré plus fort quand elle a réalisé que c'était fini. La maison semblait différente sans lui. Pas plus bruyante, pas plus vide, juste plus légère. Les voisins sont passés. Des amis que nous n'avions pas vus depuis des années ont appelé. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées m'ont remercié d'avoir parlé car cela les a aidées à faire de même. L'homme qui revendiquait autrefois la propriété de nos vies a disparu dans un système construit pour gérer exactement des gens comme lui. Et debout dans le salon silencieux un soir, entouré de boîtes de preuves et du doux son de ma mère respirant calmement dans la pièce voisine, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Non pas parce qu'il était parti, mais parce que j'avais enfin compris mon pouvoir. Le changement chez ma mère ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il était indubitable. En quelques jours loin de lui, le brouillard s'est levé. Elle a dormi toute la nuit. Elle a terminé ses phrases sans s'éloigner. L'apologie constante dans sa voix s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus stable, quelque chose comme elle-même. Les professionnels ont expliqué ce qui s'était passé dans un langage mesuré et attentif. Ils ont parlé des interactions, des effets à long terme, comment le contrôle peut user une personne sans laisser de marques évidentes. Ma mère a écouté, calme et concentrée, puis a tendu la main vers la mienne comme elle le faisait quand j'étais enfant. Ce petit geste a eu l'impression de la retrouver. La maison est redevenue la nôtre. Les fenêtres se sont ouvertes. Les tiroirs sont restés là où nous les avions laissés. Les factures étaient étalées sur la table, plus cachées, plus mystérieuses. C'était accablant, mais c'était honnête. L'aspect légal a progressé sans drame. Les faits ont parlé d'eux-mêmes. D'autres se sont manifestés, leurs histoires faisant écho aux nôtres d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. La reddition de comptes a suivi non pas bruyamment, non pas théâtralement, mais fermement. J'ai repris le travail lentement. Des horaires différents, des priorités différentes. J'ai ensuite commencé à faire du bénévolat, à me former, à aider les gens à reconnaître les signes que nous avions manqués si longtemps. Non pas parce que j'étais intrépide, mais parce que je savais ce que le silence ressent. Un soir ma mère a accroché une nouvelle photo dans le couloir. Juste nous deux. Pas d'explication, pas d'ombre. Pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait calme de la meilleure façon. Je vous dis cela parce que la trahison familiale ne semble pas toujours bruyante au début.
Parfois, cela ressemble à de l'aide. Parfois, cela ressemble à du contrôle enveloppé de sollicitude. Et parfois, il suffit d'un moment de clarté pour tout changer. Si cette histoire vous a semblé familière, vous n'êtes pas seul. Et il n'est pas trop tard pour tracer une ligne. Si vous avez déjà dû vous protéger ou protéger quelqu'un que vous aimez des personnes les plus proches de vous, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.